Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette émission, cet espace de débat qu'on a décidé d'intituler Le déshonneur. Frantz Fanon disait « La colonisation est une négation systématisée de l'autre, une décision forcenée de refuser à l'autre tout attribut d'humanité. » Aujourd'hui encore, des voix s'élèvent, souvent issues des mêmes cercles fascistes et néo-impérialistes, pour glorifier le fait colonial en Algérie ou tenter d'en atténuer les effets dévastateurs sur les générations entières d'Algériens. Face à cette rhétorique insidieuse, nous avons choisi de rappeler certains faits incontestables sur les crimes et les méthodes génocidaires dont la France coloniale avait fait acte en Algérie. À l'époque, des généraux rivalisaient de cruauté pour décimer des millions d'hommes, de femmes et d'enfants. À cela s'ajoute la spoliation des terres, l'exploitation économique, la torture systématique, les déportations massives, les internements dans les camps de concentration, l'acculturation forcée et une ségrégation sociale et spatiale implacable. La soi-disant mission civilisatrice souvent mise en avant par les partisans de cette époque sombre n'était qu'une mystification. Elle servait à dissimuler un projet d'extermination d'un peuple et des crimes abominables qui attendent encore de comparaître devant le tribunal de l'histoire. Ce soir, nous levons le voile sur ces réalités pour rappeler que le devoir de mémoire est essentiel et que l'histoire ne saurait être réécrite pour servir les intérêts politiques. Pour m'accompagner ce soir, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi mes invités. D'abord, Maître Fatma Zohra Ben Brahim. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocate et chercheuse en droit de l'histoire. Merci d'être avec nous pour cette émission. Merci. Idil Hachi, également avec nous, docteur en histoire et maître de recherche au CRASC. Merci, monsieur Idil Hachi, d'être avec nous également. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Et puis nous avons également le plaisir d'avoir avec nous Boukhalifa Amaziz. Vous êtes journaliste et scénariste spécialisé dans l'histoire de la guerre de libération nationale. Merci d'être avec nous également, monsieur Boukhalifa. Également avec moi pour m'accompagner, Amir Nebash. Amir Nebash, bonsoir. Vous êtes également avec nous et que vous reviendrez tout au long de cette émission avec des témoignages et des images qui sont une piqûre de rappel contre l'oubli et surtout contre la négation. Bonsoir Amir. Bonsoir Zoher, bonsoir à nos invités, bonsoir à toutes et à tous. Le déshonneur. Le déshonneur, c'est quand on prétend défendre des valeurs comme la liberté, l'égalité, la fraternité, se donner le droit et se permettre de coloniser un territoire, un pays, une nation, un peuple libre. Le déshonneur, c'est également d'avoir envoyé une armée composée de brigands et de mercenaires qui s'adonnent avec joie à l'assassinat, au meurtre, au vol, au viol. Au nom de quoi? Au nom de la civilisation. Le déshonneur, c'est également avoir inventé cette machine coloniale génocidaire qui a exterminé plus de 40% de la population algérienne. Et puis le déshonneur, c'est aussi ne pas apprendre de son histoire coloniale trouble et de venir des années après dire des contre-vérités ridicules sur ce qui s'est passé réellement en Algérie à travers les déclarations de certains journalistes, chroniqueurs, commentateurs, bien évidemment au service d'une presse d'extrême droite. À travers cette émission, mesdames et messieurs, nous allons vous proposer des extraits et puis des séquences, des déclarations et des témoignages qui vont nous aider, bien sûr, à installer cette thématique relative aux crimes coloniaux. Et bien évidemment, nous allons commencer par le tout début, c'est-à-dire l'invasion coloniale en Algérie, l'invasion coloniale française en Algérie dès 1830. On regarde. Massacre continue dans la vallée du Chérif. Le soir, à 7 heures, nous rentrâmes au bivouac, ramenant 2000 têtes de bétail, une centaine de prisonniers, presque des femmes et des enfants qui, comme vous le pensez, sont traités à merveille. Ce sont de précieux otages. Nous sommes restés plusieurs jours à ce bivouac, détruisant les figuiers, les récoltes, et nous ne sommes sortis que lorsque le pays a été entièrement ruiné. Lettre de Pierre de Castellane, Mostaganem, le 28 mars 1844. Ça a commencé en 1830. Les premiers détachements français qui sont implantés en Algérie ont commencé par la torture.
parce qu'il fallait faire parler les gens et il fallait les terroriser, exactement ce qui se passait encore 125 ans après. Et de la même façon, lorsque il y a eu des révoltes en Algérie, que ce soit la révolte sous Mokrani en 1871 en Kabylie, ou que ce soit ailleurs en 1917 dans l'Aurès, ou chaque fois qu'il y a eu une révolte du peuple algérien, ce sont les mêmes procédés qui ont été employés. Et je renvoie souvent des amis français qui me posent la question. Je dis, mais vous n'avez qu'à lire. Moi, j'en ai cité quelques-unes de ces lettres dans un ouvrage que j'ai écrit sur la guerre d'Algérie. Regardez ce que les officiers français disaient. Quand je m'ennuie, qu'est-ce que je fais? Je coupe des têtes. Pas des têtes d'artichauts, ils plaisantent. Des têtes d'arabes. Et voilà, Zohair, on vient d'écouter ces propos glaçants que, bien sûr, le regretté Henri Alleg a confié à la télévision algérienne. Il faut savoir qu'Henri Alleg a subi la torture en 1958 par cette armée française présente en Algérie. Et puis il a fait un livre qui s'intitule La Question, qui constitue aussi une pièce à conviction qui incrimine le colonialisme français en Algérie. C'est à vous, Zohair. Le débat est ouvert. Merci Emel Nabash pour d'abord cette première capsule, ce premier extrait. Henri Alleg qui replace un peu la terminologie dans le bon sens. On parle souvent de conquête pour évoquer cette étape pour la France glorieuse. Pour nous, c'était un drame, une invasion, une tentative d'extermination, d'abord dès les premiers pas qui ont été franchis, qui ont été foulés sur le sol algérien. Idil Hachi, vous vous êtes intéressé particulièrement à cette période. Qu'est-ce que cela vous évoque en tant qu'historien sur les premières années de colonisation ? Oui, sur les premières années de colonisation, ce qu'il faudrait peut-être commencer par dire, c'est que l'invasion et l'occupation de l'Algérie avaient été préparées de longue date. En fait, il y a dès 1808 Napoléon qui envoie un colonel, Vincent-Yves Boutin, pour venir faire des plans de la topographie, des fortifications de la ville d'Alger. Et la décision d'envahir l'Algérie a été prise par Charles X dans son conseil, notamment en association avec son premier ministre qui s'appelait Polignac. Et on avait décidé donc d'envoyer une forte flotte, une flotte forte de plus de 37 000 hommes qui débarquent donc à Alger, à Sidi Ferruch, le 14 juin 1830. Et il faudrait dire que la réaction du peuple algérien a été très très forte dès ce moment-là, puisqu'on est venu de partout pour défendre la ville d'Alger face à l'armée d'invasion et d'occupation d'Algérie. Ahmed Bey était venu de Constantine avec son compte d'hommes. On était venu également de Kabylie, du Titri, de l'ouest du pays, également du sud du pays, notamment de la vallée du Mzab. Et en fait, dès les premiers jours, dès les premiers mois, le décor est planté. Le décor de ce que sera, de ce qu'a été la colonisation de l'Algérie est planté, avec notamment un premier massacre commis dès le 29 juin 1830 du côté de Bouzréa sur des campagnards désarmés qui furent égorgés dans leur maison. On parle également de femmes violées. Vous avez le massacre également de Blida qui intervient le 26 novembre 1830 sur ordre de Clausel. Vous avez ensuite l'extermination de la tribu des Aoufia sur ordre de Rovigo et du général Fodao dès le 5-6 avril 1832. Seulement, au-delà de ces massacres, c'est pour ça d'ailleurs que je dis que le décor est planté dès 1830. C'est-à-dire que l'intention, tous les traits saillants les traits saillants et marquants de la colonisation sont plantés du point de vue de la colonisation agraire, des dépossessions également. Vous avez
les biens du bey, des beys, du beylik et des biens habous, des dotations pieuses et des mosquées qui font l'objet d'un arrêté dès le 8 septembre 1830. Vous avez un arrêté du 7 décembre 1830 qui porte confiscation des biens des mosquées et corporations. Vous avez également, c'est beaucoup appuyé dès le départ sur la présomption de terra nullius, c'est-à-dire de terre sans propriétaire. Et vous avez l'intendant civil gentil de Bussy qui obligeait les propriétaires algériens dans un délai extrêmement court à venir se présenter munis de titres de propriété, sans quoi leurs terres étaient confisquées. Vous avez également dès le départ des transformations de mosquées, soit en église ou tout d'abord pour commencer en dépôt d'armes, de munitions, de casernes ou d'hôpitaux militaires, etc. Voilà. C'est-à-dire que c'est un procédé. On est au-delà du crime, le crime contre l'humain. Nous sommes déjà dans une logique d'acculturation qui a déjà été installée dès les premiers. Oui, tous les aspects sont posés. Les crimes contre l'humain, la dépossession foncière, pour servir évidemment au grand remplacement, pour donner un début, un commencement à la colonisation de peuplement. Vous avez, comme vous venez de le dire, les processus d'acculturation, de déculturation, avec l'exemple de la transformation ou de la destruction des mosquées. Vous avez également le vol, avec la spoliation, la spoliation du trésor d'Alger qui intervient très très tôt également. Justement, si vous le permettez, j'aimerais justement revenir sur la réaction de la presse française à l'époque déjà, qui avait évoqué la mise à sac d'Alger. C'est déjà les premiers mois de la colonisation. C'était une expédition coloniale qui a été financée par la bourgeoisie française, il faut le rappeler aussi, et des capitalistes aussi, en contrepartie de la récupération du trésor d'Alger, avec la razzia d'Alger, Khalifa Amazigh. Elle a permis à l'armée coloniale de s'emparer de quelques 34, si vous me corrigerez peut-être, 34 millions de francs français, qui est l'équivalent d'aujourd'hui de près de 5 milliards d'euros, de dollars. Oui. Ce sont les chiffres qui sont donnés. Il y a plusieurs chiffres qui ont été avancés. Mais le projet lui-même, au fond, dans les salons et les messes des officiers français, à l'époque, l'objectif, c'était le trésor d'Alger. Le trésor d'Alger qui a été partagé entre parce que nous n'avons pas suffisamment parlé de cela. Le drame humain était tellement terrible, tellement important, que on n'a pas accordé suffisamment d'importance à cet aspect qui est très très important, c'est-à-dire mettre la main basse sur le trésor d'Alger. C'était à l'époque, on en parlait comme d'une légende, c'est-à-dire ce trésor qu'auraient amassé les pirates, entre guillemets. C'est ce qui était véhiculé à l'époque. C'était ce qui était véhiculé. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils se sont répartis, ce sont les officiers, y compris des hommes politiques, à Paris qui ont bénéficié eux aussi du partage du butin. Et cela, ce n'est pas nouveau en fait. La corruption au sein de l'armée française à l'époque, au sein des généraux et des officiers, était connue. Le scandale Bakri-Buznac témoigne aussi du fait que de l'argent avait été versé effectivement par les Français. Cet argent a été partagé entre des officiers. Et l'armée n'était pas du tout cette armée qu'on voulait nous présenter, napoléonienne, républicaine, glorieuse, etc. Maître Bambraham, également sur le début de la colonisation. On entendait tout à l'heure Idil Hachi parler de ces premiers crimes qui ont été commis contre les Algérois, notamment à Bouzavéa, aussi à Blida. C'est une tradition qui a été initiée dès le premier jour. Il fallait
brimer et peut-être déjà terroriser cette population pour pouvoir venir et s'installer? Oui, alors là, vous me poussez à aller avant 1830. Parce qu'il faut planter le décor de ce qu'était la France et de ce qu'était l'Algérie. L'Algérie, c'était un pays où l'opulence se ressentait à travers tout le territoire. C'était un pays très très riche, très très fort, qui avait donc son poids sur le plan international, qui était très respecté. Et la France, à la même époque, était dans une situation très 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 précaire, où, je le répète tout le temps, c'était une crise politique immense, mais une crise sociale tout aussi grande. Il fallait rappeler aussi, si vous le permettez, qu'il y avait des contestations aussi à l'époque au niveau politique, ce qui caractérisait un peu ce besoin d'aller trouver, peut-être justifier un peu et garder un peu le pouvoir au niveau du roi de l'époque. Oui, Charles tout à fait. Mais également pour sauver la France qui vivait une famine extraordinaire. Et alors ce qui est repris très souvent et que les Français n'aiment pas entendre jusqu'à ce jour, c'est que la famine était grande, les problèmes étaient tellement grands qu'ils étaient obligés de chasser des rats pour pouvoir survivre. Donc vous avez juste en face un pays très très riche et vous avez une France qui est en pleine décadence politique. Et donc, moi je dirais que la première phase, c'était une conquête punitive, tout à fait au début. On vient vous punir. C'est ça. Donc c'était pratiquement une expédition. Je dirais même pas une conquête parce que nous ne sommes pas encore arrivés à la phase de conquête. C'était une expédition punitive. Alors ceux qui étaient à rechercher en Algérie, c'était toutes ces richesses qui étaient à portée de main et que la France en avait sérieusement besoin. Et comme disait notre ami Amazigh, eh bien, la première des choses qu'ils sont venus chercher, c'est le fameux trésor d'Alger, qui était pour eux un mythe extraordinaire, des richesses à portée de main, qui pouvaient sauver la France et qui pouvaient sauver Charles X, donc la gouvernance de Charles X. On pourrait faire carrément le parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, exactement. Oui. Alors, de Bourmont, quand il est arrivé, d'abord, c'est toute une histoire, cette histoire du traité de reddition, etc., qui n'a jamais existé et que nous n'avons jamais retrouvé, même dans les bibliothèques royales de la France. Et ça devrait, à elle seule, cette histoire, la reddition d'Alger, devrait faire l'objet de toute une émission avec preuve à l'appui. Merci. Donc, la première des choses, c'est le trésor d'Alger. Et le trésor d'Alger, effectivement, a été spolié par de Bourmont. Mais de Bourmont savait très bien que Charles X vivait ses derniers jours. D'ailleurs, entre 10 et 20 jours après, il a d'abandonner son trône et il s'est sauvé. Oui. Donc ce trésor d'Alger, qui comprenait 62 tonnes d'or, 141 tonnes d'argent. Alors, des bijoux, des diamants, des choses de valeur à n'en plus finir. Ce trésor a été divisé sur 3 bateaux. Le premier bateau, donc un tiers, est allé vers la France. Oui. Mais les 2 autres tiers se sont perdus en mer Méditerranée. Comme disait notre ami, effectivement, c'est que les militaires sont parfaitement sucrés avec un tiers. Et l'autre tiers, jusqu'à présent, nous sommes en train de rechercher, mais nous avons trouvé certains indices, eh bien, c'était pour Charles X qui espérait revenir au pouvoir. Très bien. Donc, très bien. Seulement les 62 tonnes d'or, 141 tonnes d'argent et tout le reste ont relevé la France. Nous allons essayer de faire un bond pour revenir un peu sur le déroulement de cette invasion avec Amir. Amir, vous avez une deuxième capsule à nous proposer également ce soir. Effectivement, Zoher. Alors, on parle effectivement de l'invasion coloniale française en 1830. On a entendu Henri Allais qui disait que c'était prémédité, qui avait une intention de décimer et de remplacer carrément le peuple algérien. Alors, nous voulons à présent mettre le doigt sur quelque chose de très très important. Qui sont ces officiers, ces généraux qui ont composé cette armée coloniale ?
De quelle nature ils sont faits? On parle bien sûr de Pélissier, de Saint-Arnaud, de bien évidemment ce Bugeaud sanguinaire, et puis aussi de Cavignac. Eh bien, c'est très très intéressant de notre part d'écouter un historien français qui parle justement de l'invention de ces techniques de massacre comme les enfumades. Et on va écouter Olivier Lecourt Grand-Maison qui, bien évidemment, a participé dans un documentaire qui s'intitule Les enfumades du Dahra. Et on va voir cet extrait et ce qu'il dit, ça donne vraiment froid dans le dos. L'enfumade la plus célèbre est l'enfumade réalisée par le général Pélissier en 1845 dans les grottes du Dahra. Cette enfumade est célèbre parce que, à la différence d'autres enfumades qui ont été commises antérieurement et voire ultérieurement, cette enfumade a suscité un scandale et un débat assez vif à la Chambre des Pairs à l'époque en France. Un certain nombre de membres de cette Chambre des Pairs condamnant ce qui venait d'être perpétré effectivement dans les grottes du Dahra. Il faut rappeler ce qu'il s'y est passé de façon assez précise. Les troupes commandées par le général Pélissier venaient de remporter une bataille contre des indigènes armés, comme on le dit à l'époque. De ce point de vue-là, ces militaires français n'étaient plus du tout menacés. Une partie de la population civile s'était donc réfugiée dans ces fameuses grottes du Dahra. Et le général Pélissier a décidé, comme cela se pratiquait antérieurement, d'enfumer les populations qui avaient trouvé refuge dans la dite grotte. Il s'agit de pratiques qui relèvent d'ordre donné, et d'ordre donné au plus haut niveau, puisque le général Bugeaud avait eu cette formule terrible à propos des indigènes. Il avait dit « vous pouvez les enfumer comme des renards ». Alors Zoher, ce qui est troublant, c'est que ces généraux, ces officiers ont été promus par l'État français tout simplement après avoir commis ce qu'ils ont commis. Et puis on parlait avec M. Hachi sur la généralisation des enfumades. Absolument. Les enfumades du Dahra, c'est un exemple, mais on avait beaucoup d'autres. Justement, le premier qui était donc première expérience qui a été donc menée, cette expérience de la honte, les enfumades du Dahra, c'était le commandant Cavignac qui était déjà dès les premières années, 10 ans après l'invasion, 1840. Et on l'appelait ça les enfumades qui préfiguraient donc des chambres à gaz carrément. C'est ce qu'on avait connu quelques dizaines d'années plus tard du régime nazi. Alors, il faut rappeler qu'on pourchassait à l'époque les résistants réfugiés dans les grottes du Dahra après l'échec des pourparlers. On les enfumait donc après leur refus d'une reddition. Le drame du Dahra n'était pas un acte isolé. Et c'est important de le rappeler aussi. Non, c'est pas un acte isolé, et d'ailleurs ce sont, on en parle et on commence par parler des enfumades parce que évidemment ce sont les crimes, les massacres de masse les plus marquants, parce que c'est ceux qui se distinguent par la plus grande barbarie, la cruauté, la plus grande cruauté, la plus grande sauvagerie. Il y en a beaucoup, on en signale une, notamment celle des Oulad Sbih, sur ordre donc de Cavignac, du côté de Boussach, du côté de Chlef. On signale également en juin 1945 l'emmurement, dans un emmurement de tribus dans le Dahra, toujours sur ordre de Camp Robert. Vous avez le 19-20 juin 1945 l'enfumade des Oulad Riyah sur ordre de Pélissier, responsable d'au moins 1000 morts. Vous avez celle du 12 août 1945. Alors là, ça serait la seconde enfumade des Oulad Sbih sur ordre de Saint-Arnaud, et qui aurait fait autour de 500 morts. Enfin, vous en avez également une autre, en juin 1850, c'est l'enfumade des Achacha, toujours dans le Dahra, sur ordre du général de Salles. Mais comme on disait, ce sont évidemment les crimes, les massacres les plus marquants, mais il y en a toujours eu, et il y en a eu avant. On a parlé du massacre de la tribu, de l'extermination en fait, de la tribu des Aoufiya en début avril 1800. Est-ce que nous avons un chiffre? Est-ce que c'est difficile aujourd'hui, par exemple, d'avoir un chiffre, un bilan des tueries qui ont eu lieu à cette époque-là? Oui, ça c'est une vraie question, et ça nous met face en fait à la subjectivité des sources coloniales qui taisent très très souvent ce qu'elles entendaient passer sous silence,
parce que lorsque l'histoire qu'elle permette ou qu'elle permettrait, il faudrait employer le conditionnel, de documenter n'est pas honorable pour l'entité politique censée les produire alors, c'est-à-dire pour la colonisation. Et c'est pour ça, par exemple, il est très frappant que l'on n'ait jamais, en fait, de bilan des pertes humaines, des pertes algériennes éprouvées à l'issue de chacune des séquences de la guerre de résistance algérienne. On ne sait pas, sous la conduite, sous le commandement de l'émir Abdelkader, combien d'Algériens ont été tués. Et c'est pareil pour toutes les autres séquences, pour 1871, pour celle conduite par Boumaza, par Boubrela, etc. Nous n'avons pas de bilan, et c'est ce qui fait que les historiens sont à chaque fois contraints, obligés de se soumettre à des exercices d'estimation. Très bien. Oui. Qui est retenu dans certains livres pour la tribu d'El Harash, c'est 3600 personnes. Mais c'est un chiffre qu'ils ont donné. Sans aucun doute, il est compté à la baisse. Et oui. Ce n'est qu'un seul... un seul acte. Un seul acte qui a été donc... Je crois que je voudrais juste intervenir pour relever une chose. Ce qui est remarquable, c'est que jusqu'à présent, tous ces tueurs, tous ces assassins, parce qu'on ne peut pas les appeler autrement, sont encore glorifiés dans l'ancienne colonie, de l'ancienne puissance coloniale. Jusqu'à présent, les statues de ces traînards de sabre et de ces égorgeurs de peuple, jusqu'à présent, ils sont là, ils trônent sur les places des villes et des villages, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas... on n'a même pas, c'est-à-dire toutes les statues qui étaient ici d'ailleurs ont été déménagées, et c'est dommage qu'elles aient été déménagées, ont été déménagées et emmenées et placées dans leur village d'origine, dans leur ville d'origine, et ainsi de suite. Ceci dénote l'irresponsabilité ou la responsabilité, c'est selon, du système français aujourd'hui qui prend en charge tous ces massacres, qui prend en charge, qui se sent responsable de tout cela. Si on est responsable de ces hommes, donc on est responsable de leurs actes. Absolument. Ah, donc il n'y a pas de... C'était des militaires. C'était des donc militaires. C'est l'État qui est responsable de ça. C'est l'État français. Voilà, c'est le crime d'État. C'est ça le crime d'État. Ce n'est pas Pélissier, ce n'est pas Cavaignac, c'est l'État français. Oui, c'était l'État français. C'est exactement ce qui s'est passé pour la torture. On a dit c'est au Sarès, c'est tel général et tel... Non. C'est l'État français, d'abord. Qui avait permis... Oui, bien sûr, ce n'est pas Papon. Ce n'est pas Papon qui a frappé, qui a tué des gens à Paris. Ce n'est pas Papon. C'est l'État français, ça se passait en France, sous les fenêtres de l'Élysée. Est-ce qu'on, justement, en désignant, par exemple, des noms comme vous les citez, Jean-Marie Le Pen, Maurice Papon, est-ce que c'est un peu pour détourner peut-être l'attention? Mais bien sûr, c'est pour individualiser l'acte irresponsable, l'acte criminel, le crime de guerre, alors que non, ces gens-là recevaient des ordres. Osarès le dit très bien. Il dit que nous avions reçu des ordres, tout Paris savait, quand il dit Paris, l'Élysée savait ce qui se passait. Et des Hachi, vous vouliez rajouter quelque chose? De leur propre dire, en fait, ces officiers dont on vient de citer quelques noms, Bugeaud, Cavaignac, Pélissier, Canrobert, la liste est longue. Eux-mêmes, dans leur correspondance, en fait, intime avec leurs parents, leurs familles, leurs amis, utilisent, et je l'ai relevé personnellement à plusieurs reprises, utilisent le terme de guerre d'extermination. Ils mènent une guerre d'extermination. Et c'est la reproduction, effectivement, des mêmes procédés oppressifs, répressifs, criminels, de décennie en décennie, tout au long de la période coloniale, qui permet effectivement d'aller au-delà des responsabilités individuelles pour incriminer une responsabilité systémique. Amir, on peut revenir sur
capsules que vous avez prévues également sur une autre étape? C'est dans la chronologie, mais bien évidemment, les images ont manqué au 19e, c'est normal. Mais après, les colons eux-mêmes ont procédé à filmer, à une opération de captation de ce qui s'est passé en Algérie. Alors, on vous propose un extrait d'un documentaire précieux, à mon sens. Il s'agit de l'Aube des damnés. C'est un documentaire qui a été réalisé juste 2 années et demie après l'indépendance par Ahmed Rajdi. Pourquoi ce documentaire est très très intéressant à notre sens? Parce qu'il a collecté toutes les images d'archives qui étaient faites par des cinéastes engagés pour bien sûr la liberté des peuples colonisés, à l'instar bien sûr de Stéphane Lebodovitch. Alors on va voir ces séquences choquantes, on va voir les conséquences graves sur la population africaine et en particulier celle d'Algérie. Mesdames et messieurs, on regarde, entre guillemets, l'œuvre civilisationnelle. Multipliés, protéiformes, des hommes africains se dressent. Abdelkader l'Algérien, pendant 17 ans chevalier de la liberté. C'est Tawayo le Zoulou, sur qui il fallait conquérir la terre africaine pied à pied. Samori le Mandingue, trahi mais invaincu. Abdelkrim le Rifin, l'aigle indompté des monts, qu'il fallut 2 nations pour vaincre. Béanzin du Dahomey, capturé pour n'avoir pas voulu plier. Babamba du Mali. Et avec eux, des milliers d'hommes et de femmes, héros anonymes de la liberté. Voilà, Zahir, on a une démonstration claire, nette et précise sur ce qu'a fait le colonialisme en Algérie et en Afrique. Il faut dire que, comme les enfumades et tout autre genre de massacres n'ont pas suffi, alors ils ont inventé un nouveau procédé, c'est-à-dire tout simplement inventer des pandémies, des épidémies, et puis rendre les gens malades et s'en débarrasser comme ça. Merci Amir. J'aimerais avec mes invités revenir sur une déclaration qui est pour le moins qui donne froid dans le dos, celle de Pélissier Reynaud, donc, qui était officier diplomate après l'extermination en 1832. Je vous cite, ce sont ses propres mots: tout ce qui vivait fut voué à la mort, tout ce qui pouvait être pris fut enlevé, on ne fit aucune distinction d'âge ni de sexe. Cependant, l'humanité d'un petit nombre d'officiers sauva quelques femmes et quelques enfants. En revenant de cette funeste expédition, plusieurs de nos cavaliers portaient des têtes au bout de leurs lances et l'une d'elles servit, dit-il, à un horrible festin. On parle là de cannibalisme. Comment expliquer qu'une documentation aussi fournie, Maître Pambrahim, je pose la question à vous, sur l'entreprise génocidaire de la France coloniale en Algérie, n'aide pas aujourd'hui à au moins une reconnaissance morale de ces crimes? Bien, écoutez, un criminel ne reconnaît jamais moralement son crime. Il peut le reconnaître physiquement, mais jamais moralement. Pour lui, il a agi pour l'honneur de la France,
tout en oubliant que c'était le déshonneur de la France de commettre ces crimes qu'on pourrait qualifier dans un langage judiciaire de crimes crapuleux. La politique de la terre brûlée, parce qu'en fait le texte dont vous parlez, c'est les prémices de la politique de la terre brûlée, ne rien laisser en vie. Humains, animaux, arbres, culture, tout, destruction jusqu'aux maisons. Donc aujourd'hui on ne peut plus parler de morale dans le langage historique de la France, mais ce qui est certain, c'est que la politique française, c'était de faire table rase de ce pays, exterminer ce peuple pour le repeupler. C'est pour ça que vers la fin, il parlait d'une politique de repeuplement, n'est-ce pas, et de christianisation de cette terre arabo-musulmane. Donc c'est une stratégie qu'ils ont utilisée, et elle était largement réfléchie, parce qu'à la suite de ces massacres, ces gens avaient eu des distinctions, parfois jusqu'à arriver au stade de maréchal. Donc c'était pour eux un service qu'ils rendaient pour la France, n'est-ce pas? Et ce service n'allait pas faire la fierté de la France, parce que la guerre a ses règles. Mais tout ce qui s'est passé en Algérie n'a pas obéi aux règles classiques, reconnues sur le plan international. C'est une suite de massacres, les uns après les autres, comme je vous l'ai dit, exterminer cette population. Par contre, j'aimerais ajouter quelque chose sur les sources d'information. Hachi est au courant que les sources d'information sont vraiment distillées au compte-gouttes. On ne les obtient pas. C'est vraiment par truchement avec nos amis historiens ou juristes vivant de l'autre côté de la frontière que nous réussissons à avoir certains documents qui sont toujours classés secret défense ou secret tout court. Alors que le délai de levée du secret militaire ou du secret défense est dépassé depuis très longtemps. Et là aussi, c'est un crime contre la connaissance ou la vérité historique de ce problème. Je n'appelle pas guerre, que les choses soient très claires. Il faudrait faire le distinguo. Eux ont fait la guerre à une population civile, mais nous avons fait une résistance à un envahisseur. Exactement. Donc on est sur deux registres tout à fait différents l'un de l'autre. Monsieur Boukhaifa, si la France reconnaissait aussi ces crimes coloniaux, cela reviendrait pour elle aussi à désavouer toute une idéologie de la colonisation qui sont de véritables références intellectuelles. On évoque notamment Victor Hugo, on évoque Émile Zola, Alphonse Daudet, Maupassant, encore Eugène Delacroix. L'art et la littérature ont accompagné également ces actes de colonisation. Et il faut considérer une chose, c'est-à-dire qu'au XIXe siècle, l'installation du système bourgeois après la révolution de 1789, après la prise de pouvoir par la bourgeoisie européenne, à la veille des grandes révolutions industrielles, il y avait une idée, c'est-à-dire que il était tout à fait normal, y compris pour Karl Marx, qui dit en colonisant l'Algérie, la France va sauver ce peuple et ce pays de la féodalité, ottomane, d'un système féodal. Donc c'était considéré, oui, on pouvait être désolé pour la situation dans laquelle pouvaient se trouver les populations, pouvaient verser une petite larmichette, mais ça n'allait pas plus loin. Il est tout à fait normal de sauver ces gens, y compris pour des scientifiques. On a raconté, on a dit qu'il fallait absolument sortir ces populations de la situation dans laquelle ils étaient. Même si cela ne se faisait pas. Oui. Mais il y a un fait très important dans l'histoire de l'Algérie. Il y a un fait très important, c'est l'histoire coloniale de l'Algérie. En 1870, le décret Crémieux a privé, c'est-à-dire a arraché toute une partie de cette population
les Juifs qui étaient là pour certains depuis des centaines d'années, d'autres depuis 1492. On a arraché toute une partie de la population et on lui a donné, on l'a séparé de ses racines d'origine. C'est un fait unique. Je ne connais pas, en tous les cas en Afrique, de crime, parce que c'est un crime colonial que de séparer toute une population. Et cette idée-là, c'est-à-dire, ça renforce l'idée de grand remplacement. C'est-à-dire que il y avait ce projet. Il était dans les tuyaux depuis le début de la colonisation. Parce que, vous savez, ce n'est pas un hasard. Nous connaissons le colonialisme, les Algériens connaissent le colonialisme. Imaginez, en décembre 1960, je fais une digression parce qu'elle est importante. C'est pour parler de la nature du colonialisme. Décembre 60, on a massacré des Algériens. En 61, en France, alors que des négociations étaient engagées, alors que la proposition d'autodétermination était déjà engagée, on a massacré des Algériens. Mais on évoque encore toujours cette idéologie qui est restée persistante. Elle est restée. Le colonialisme, c'est ce que disait Fanon, c'est la négation de l'autre. C'est la négation. Il faut le ravaler au niveau de la bête. Oui. Idil Hachi? Oui, on avait parlé des massacres coloniaux. On pourrait préciser le témoignage, la correspondance que Saint-Arnaud adresse à Pélissier avant qu'il aille commettre ce qui a été commis quelques mois plus tard à la Rouate, le 4 décembre 1852, le massacre de la Rouate, où il lui dit de s'abstenir de raconter ce qu'il y fera, ce qu'il y commettra. Et vous avez eu également raison de rappeler l'ampleur des razzias, l'effet des razzias que l'on ne compte plus, en fait. Il y a des centaines de razzias qui sont signalés, encore une fois, dans les correspondances de ces officiers de la guerre d'occupation coloniale, où vous avez souvent, pas toujours, des données chiffrées où on vous dit j'ai pris 30 000 moutons à telle tribu, 20 000 chèvres à telle autre, etc. Et c'est ce qui fait effectivement que la famine des années 1867, 68 jusqu'à 1869 est une famine bel et bien provoquée, parce que lorsque vous affamez les gens, lorsque vous leur enlevez leurs troupeaux, lorsque vous saisissez ou que vous détruisez leurs silos à blé et à orge, lorsque vous les détruisez, lorsque vous sciez et que vous brûlez les arbres fruitiers, vous ajoutez à tout cela la dépossession foncière. Donc c'est le cantonnement des tribus. Le cantonnement des tribus, avec vraiment des exemples parfois qui montrent vraiment explicitement que ça a été fait sur le mode de la réserve indienne. Je me souviens d'une carte du cantonnement de la tribu des Harouj du côté de Skikda, où on voit vraiment comment la partie réservée à la population algérienne, c'est vraiment la partie la plus ingrate, la plus pauvre de son territoire. Merci Idil Hachi. On va faire un bond également, cette fois pour essayer d'aller plus vite et de parler de la naissance du mouvement national et des premières brimades qu'avaient connues aussi les Algériens dans les années 1930 jusqu'à 1945. Amin Nebach, vous nous proposez une capsule sur cette question en particulier? Effectivement, Zoher, parce qu'on va dans la continuité de ce que disait M. Boukhalifa Amazit. Il y a eu comme une sorte de frénésie. La machine génocidaire coloniale s'est emballée à partir d'un marqueur, c'est-à-dire le 8 mai 1945, avec les massacres connus de Guelma, Kharata et Sétif, mais pas seulement, parce qu'il y a eu d'autres massacres pratiqués pendant une semaine, ce qui a donné le résultat de ce chiffre aussi contesté par d'autres médias, c'est-à-dire on parle de plus de 45 000 morts
en une semaine. Il y a eu les camps de regroupement jusqu'à 1960. Et puis l'apothéose, j'allais dire, et la frénésie, toute la folie de cette machine s'exprime à travers cette séquence, là où on nous montre des soldats français d'une armée régulière qui exécutent avec sang-froid des nomades algériens, des familles inoffensives, des enfants et des jeunes et des vieillards. On regarde. Alors, Zohair, juste parce qu'on est en présence de chercheurs et puis d'académiciens qui ont travaillé sur l'histoire et les précisions sont bien sûr très, très appréciées sur notre plateau. Il faut savoir que ce sont les exécutions de Ain Abid, ça s'est passé en août 1955 et ça, c'est l'expression filmée d'une armée qui montre au monde entier ces méthodes sauvages. Merci Amir, merci. Alors il y a bien sûr ce point de bascule entre donc, le début de l'entreprise coloniale dont on parlait depuis tout à l'heure, la répression des insurrections et la structuration d'un mouvement de résistance nationale qui va déclencher en 1954 la guerre de libération nationale. C'est le 8 mai 1945. On en a vu d'ailleurs un extrait, donc, notamment à Ain Abid, dans l'Est algérien. C'est un génocide dans le génocide. Le chiffre qui revient souvent, c'est 45 000 morts en quelques semaines. La France assure aujourd'hui avoir fait son devoir de mémoire sans reconnaître ces crimes abominables. Et le jour de la victoire sur les nazis, où des dizaines de milliers d'Algériens s'étaient sacrifiés sur les fronts européens, est-ce que aujourd'hui ces exactions, vous les appeliez tout à l'heure, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on a ce sentiment que ce qu'a fait la France tout au long, depuis 1830 jusqu'à 8 mai 1945, les Algériens sont sortis manifester peut-être leur joie de voir peut-être une nouvelle page de leur histoire. Ils ont été accueillis avec une violence et une exaction sans pareil. Oui, alors cette période est extrêmement importante parce que c'est la première grande fracture du peuple algérien à l'égard d'un système colonial. C'est une prise de conscience très réfléchie qui a fait comprendre à la France que l'Algérien n'était plus l'Algérien de 1830. C'est un Algérien qui a subi une évolution, d'abord une première évolution sociale, n'est-ce pas? Puis une évolution politique par la création des partis politiques. Et c'est justement cette période où on a vu naître des partis politiques, donc des revendications politiques, comme ils les ont appelées, des revendications plus ou moins civilisées, alors qu'elles étaient bel et bien civilisées. Donc cette fracture de 1945 reste avec tous ces mystères jusqu'à présent. Ils avancent 45 000, mais en fait, les derniers chiffres sur lesquels nous travaillons, c'est 80 000 Algériens. Pourquoi? Vous allez me dire comment vous avez fait ce calcul. Bien, ce calcul, c'est un calcul mathématique très simple. Lorsqu'on a des gens qui ont été massacrés et qui ont été enterrés, automatiquement, nous avons un numéro d'enterrement et on sait que telle personne a été enterrée à tel endroit. Ceux qui ont été jetés par-dessus les falaises, etc., ceux-là, on retrouve quand même leurs cadavres et les Français ont fait... Certains, surtout les pieds noirs, les colons, il y a eu tant de personnes massacrées. Mais là, je voudrais vous dire un autre crime politique très important. C'est que la France a une loi qui s'appelle la loi de 100 ans. Eh bien, cette loi de 100 ans interdit de revenir sur le nombre de décédés et pour freiner justement, pour dire que vous ne pourrez jamais connaître le nombre de personnes mortes. Alors, figurez-vous que dans notre travail d'avocat, on a trouvé une astuce, pas une astuce, mais c'est une réalité. Il y a des gens qui viennent nous voir pour des actes de succession. Et quand on leur dit, bon, votre grand-père, il a quel âge maintenant? Il est mort ou pas? Il me dit, non, je ne sais pas encore, mais il doit avoir actuellement 126 ans. Alors on se pose la question, 126 ans?
Est-ce qu'il existe en Algérie des gens qui ont 126 ans dans la même région? Et à partir de là, on commence à l'identifier comme des gens morts, on fait des procédures et ils obtiennent des certificats de décès. Donc vous voyez que le calcul, c'est un calcul, comme je vous ai dit, mathématique, mais sur la base de recherches juridiques. Maintenant, ce que nous avons vu, c'est les exactions extrajudiciaires, parce qu'il y a des exactions judiciaires, c'est-à-dire des exécutions des sentences criminelles. Nous en connaissons le nombre. Pour l'Algérie, 222 exécutés par la guillotine, et les autres, bon, qui ont été exécutés par les armes, c'est ceux qui avaient la tenue militaire, et donc ils ont été arrêtés en tant que militaires. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, ce qui est surprenant, c'est que lorsqu'on prend le nombre de personnes exécutés de cette manière-là, on ne sait pas leur nombre. Leur nombre exact, on ne le sait pas. Parce que vous avez vu, c'est des Français qui s'amusent à tuer. En fait, ils s'amusent à tuer. Les exactions judiciaires sont comptabilisées, les exactions extrajudiciaires ne sont pas comptabilisées, et évidemment, les autres crimes, c'est kiff-kiff. Pour le 8 mai 45, actuellement, nous sommes autour des 80 000 personnes. C'est exactement le cas des disparus de la bataille d'Alger. Absolument. On a retrouvé les 3300 à peu près que Tejen a identifiés, mais les autres, nous ne les avons pas trouvés. Simplement, avec l'effort de certains collègues français, historiens et chercheurs, nous avons dernièrement réussi à trouver au moins 400 cas de personnes disparues avec la photo qui les a pris. On reviendra sur la partie... ça, c'est pour l'identification des morts. Absolument, vous avez raison de le préciser. 80 000 personnes, hein, selon des estimations que vous avez vous-même, devant l'absence d'archives pour justement étayer la réalité de cette époque-là. Boukhalifa Amazit, vous avez beaucoup travaillé sur cette période. Vous êtes revenu sur les massacres qui ont eu lieu à cette époque-là. Votre avis aussi sur la question? Il faut considérer que même si l'état d'esprit algérien, des Algériens a changé, particulièrement après 1945, mais particulièrement en 1954, les Moudjahidines qui se sont engagés disent et le répètent: moi, quand je suis monté au maquis, j'étais libre, ça y est, je n'étais plus colonisé. Il avait décrété sa liberté, il avait décrété son indépendance aussitôt qu'il a pris les armes. Donc, l'état d'esprit a changé. Et c'est face à cela, c'est-à-dire, c'est pour cela justement que le colonialisme a livré une guerre totale à l'Algérie, au peuple algérien. Une guerre totale. C'est 8000 villages détruits, c'est près de 2 millions d'hectares de forêts brûlées, c'est 2,5 millions de personnes déplacées dans des camps, des véritables camps de concentration, et les chiffres sont éloquents. Et c'est pour cela, justement, c'était pour lutter contre cet état d'esprit, contre ce nouvel état d'esprit, quand la peur a commencé à changer de camp, que la guerre est devenue absolue. Absolument. Et ce n'est pas ce qui apparaît dans cela. Et il ne faudrait pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt. La torture n'est qu'un épiphénomène, n'est qu'un passage, n'est un aspect spectaculaire, effectivement. Oui. Qui a soulevé des protestations. Et Del Hachi également. Ce que je voudrais dire sur les cas de torture et sur les massacres. Avant les tortures, on aimerait rester, parce que les tortures, on va y revenir tout à l'heure avec une partie, mais sur les événements malheureux du 8 mai 45. Sur les massacres du 8 mai 45, ça illustre un peu ce qu'on a pu dire tout à l'heure. C'est que vous prenez le cas des gens qui ont été jetés, balancés dans des ravins profonds à Kharrata. Eh bien, vous avez des précédents au 19e siècle. Vous avez le cas du 24 juin 1851, d'ailleurs sous la plume de son auteur, Saint-Arnaud, qui relate avoir jeté des gens par-dessus les ravins, la tribu des Bni Habibi entre Djidjel et Mila. Vous avez également le cas du colonel Fourchot qui, en 1871, du côté à Taourga, du côté de Delles, a fait de même. Et c'est l'idée que l'on
l'on a développé et exposé tout à l'heure. C'est que, en fait, ces exemples-là prouvent qu'il y a reproduction et permanence des mêmes procédés, et c'est ce qui permet d'aller au-delà des responsabilités individuelles pour incriminer des responsabilités hyperstructurelles, parce que on a du mal à croire effectivement que ces mêmes procédés aient pu se reproduire sur une aussi longue durée. Plusieurs décades après, oui. Plusieurs décades, sans que la responsabilité hyperstructurelle soit et ait été la première en jeu. Amin Besh, on revient sur la dernière partie que nous avons préparée ce soir. Elle est consacrée à un aspect extrêmement grave de cette période coloniale, c'est l'utilisation de la torture, Amir. Effectivement, parce que la torture, justement, Boukhalifa Mazid en parle, c'est l'outil extrême qui a été utilisé contre les militants, contre la population algérienne. Ce qui est glaçant dans ce qu'on va vous montrer, mesdames et messieurs, sur bien sûr un extrait d'un documentaire qui a retracé l'affaire Maurice Audin. Eh bien écoutez, il y a des officiers qui ont pratiqué la torture sur des Algériens et qui ont subi ces stigmates et ces conséquences de la guerre. Ils en parlent avec émotion, ils ont même des troubles psychologiques. Alors imaginez-vous, les Algériens qui ont subi effectivement cette torture, comment ils sont aujourd'hui. Pour dire tout simplement qu'à la colonisation française en Algérie, ces conséquences sont très très graves sur la population, même celle d'aujourd'hui. On l'a vu dernièrement avec le documentaire de Saïd Elmi, de ceux qui ont été internés. La preuve est là, on écoute. Il faut tout simplement dire à nos téléspectateurs qu'il y a des propos qui peuvent heurter leur sensibilité en regard. L'armée, et en particulier au sein de l'armée, les parachutistes, et à Alger, les parachutistes étaient dirigés par le célèbre général Massu. Alors, la bataille est devenue beaucoup plus cruelle encore, avec des assassinats dans les rues, avec la ville livrée officiellement aux parachutistes de Massu, et avec la torture qui s'est généralisée. Et c'est dans ces conditions que va commencer en particulier la bataille d'Alger, et que se sont produites l'usage de ce que l'on est appelé la corvée de bois, les manifestations systématiques de torture, qu'il s'agisse de la baignoire, l'absorption de produits divers jusqu'à étouffement, le fait d'introduire des objets, et en particulier des bouteilles dans l'anus, et le plus connu, la gégène, qui consistait à mettre du courant électrique sur la langue ou sur les parties sexuelles de façon à provoquer le sentiment de décharge le plus intolérable possible. Moi, je me souviens d'avoir assisté à des tortures, à la torture de femmes, torture à l'eau, et aussi au viol des filles. T'avais un mec de pendu par les bras, t'avais un autre de pendu par un bras, une jambe. Puis t'avais l'autre qui était par terre à se tirailler dans tous ces excréments, etc., quoi, bien sûr. C'était ça. Quand tu vois ça pour la première fois, ça te fait tout drôle. Et voilà, Zohair, donc il n'y a pas de commentaire sur ça en fait. Ça, c'est tellement triste et malheureux de voir ces images et d'écouter ces personnes qui témoignent de la gravité de ce qui s'est passé en Algérie durant la présence coloniale française. Merci Amir. Alors, il faut rappeler un fait d'actualité. Tout récent, le 7 janvier dernier, disparaissait l'une des figures emblématiques du système de la torture coloniale organisée en Algérie. C'est Jean-Marie Le Pen, l'ancien para du 1er régiment étranger parachutistes de la Légion étrangère, qui avait reconnu en novembre 62, déjà dans le journal Combat, avoir torturé parce qu'il fallait le faire, disait-il. Il
Il l'a ensuite nié tout le reste de sa vie, malgré l'accumulation de preuves contre lui. Et même après sa mort, certains cercles d'extrême droite glorifient encore cet homme, cet assassin, ce tortionnaire. Vous avez un avis particulier sur ce personnage sinistre? Ce n'est pas un avis, cela confirme tout ce qu'on a dit sur lui. Tout ce qui a été dit sur l'homme politique qu'il était, parce qu'il était le plus jeune député de l'Assemblée, était un député poujadiste. Et cela, juste pour illustrer mes propos, c'est une lettre, c'est un extrait d'une lettre qui a été adressée au général Massu en 1971, après qu'il eut écrit son livre Mémoire, La vraie bataille d'Alger. Elle lui a été adressée par René Gilles, qui était commissaire divisionnaire. Il lui répondait parce que Massu disait de lui qu'il était favorable au FLN. Bien entendu, il a dit qu'il n'a jamais été favorable au FLN, bien au contraire. Et voici ce qu'il dit dans un truc. Vous parlerai-je de ce fou historique, ce sadique, député français et lieutenant para-occasionnel, le triste Le Pen. Je lui ai sorti des mains en pleine nuit, appelé par téléphone le portier et un gardien de l'hôtel Albert Ier. Le premier ayant déjà pris le chemin de je ne sais quel local, d'où Le Pen me le ramena à ma demande expresse, déjà passablement trituré. Cela pour une histoire de femme et de chambre d'hôtel, et je pense avoir peut-être sauvé la vie à ces deux hommes cette nuit-là. Le même Le Pen tortura un gardien de la paix musulman qui dut être remis en liberté parce qu'il fut réclamé avec insistance par le service et que Le Pen n'avait vraiment rien à lui reprocher. Pourtant, pendant qu'il était soumis à la gégène, Le Pen, sachant varier les amusements, avait enduit sa poitrine d'essence et y avait mis le feu et avait flagellé la peau boursouflée à coups de boucles de ceinturan. J'ai eu entre les mains le rapport du médecin légiste, des photos édifiantes. Je fis la procédure d'usage et ce gardien, dont j'ai oublié le nom, fut muté à Quimper. Voilà le triste sire auquel des gens ont rendu hommage. Et on a le système qui veut absoudre le colonialisme de tous ces crimes a été d'une indulgence extraordinaire. On a trouvé scandaleux que certains journalistes ou autres aient évoqué le passé de tortionnaire de ce monsieur-là. Mais ça obéit à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire cette glorification permanente de tous ces tortionnaires, tous ces assassins. Déjà depuis le début de la colonisation, tous ces généraux qui ont commis des crimes abominables et qu'aujourd'hui on glorifie encore avec Ce qui est inadmissible, Maître Benbrahim qui est ici peut apporter de meilleures explications que moi, c'est que le colonialisme ne soit pas encore reconnu comme crime contre l'humanité. Le colonialisme, c'est l'esclavage et un peu plus lourd que l'esclavage dans la cruauté. Parce que l'esclavage, on prenait des hommes d'un pays, on les amenait dans un autre pays pour les faire travailler. Là, on est venu dans le pays, on a pris non seulement les hommes et les femmes et le peuple, mais on a pris leurs terres, leurs biens. C'est-à-dire qu'on a fait de l'esclavage sur place. Or, l'esclavage a été condamné et considéré comme crime contre l'humanité, mais pas le colonialisme. Maître Benbrahim, oui, alors sur la question de la torture. Oui, tout à fait d'accord, parce que la colonisation ou le colonialisme, en fait, c'est une série de crimes contre l'humanité reconnus dans le statut de Rome du 17 juillet 1998. Donc, vous voyez, c'est récent. Mais l'avantage de ce texte, c'est qu'il qualifie les crimes comme pratiquement, moi je dis le crime continu, j'appelle ça le crime continu, donc imprescriptible. Ce qui permet aux juristes aujourd'hui de se saisir de ces instruments juridiques pour dire que la colonisation est effectivement un grand crime contre l'humanité.
Vous avez parlé également de la torture. Mais il faut savoir que le système colonial français, le système judiciaire français, essaye toujours de se protéger pour l'avenir. Donc, à partir de 1956, il y a eu des textes pour créer deux choses extrêmement dangereuses. Premièrement, la légalisation et la généralisation de la torture, et deuxièmement, les tribunaux spéciaux, où le civil n'avait plus rien à faire, la police n'avait plus rien à faire, et que tout le tribunal était composé de militaires, et l'instruction se faisant par les militaires, le jugement par les militaires, le juge civil n'avait plus rien à dire. Et ça, c'est une façon de fermer le cercle définitivement, parce que toutes ces décisions étaient secrètes et exécutées par la suite quand il y a eu des condamnations à mort, et ce n'est que vers la fin, tout à fait la fin de la colonisation, qu'il y a eu donc un élargissement de ces détenus, et parfois même après l'indépendance. Donc, le système français de colonisation s'est assuré vers la fin de son régime par un arsenal juridique pour le protéger. Et c'est là où le bât blesse, et c'est là où le malheur persiste jusqu'à ce jour, parce que nous avons tous besoin de revenir vers ces points, la torture, la disparition, le viol. Et avec des témoignages vivants, hein, jusqu'à... Bien sûr, avec des témoignages de Français qui ont assisté, des militaires, des généraux qui commencent à parler également, il ne faut pas l'oublier, mais également des personnes qui sont encore victimes. Oui, tout à fait. Oui. Donc vous voyez, c'est un travail que nous devons faire. Alors l'avantage du droit dans ces histoires-là, vous allez voir, je vais peut-être sauter du coq à l'âne, mais en fait c'est pas pour cela que... quand vous allez voir la loi Morin sur l'indemnisation des victimes des explosions atomiques, vous savez ce que vous trouvez? Vous trouvez que la personne qui a subi a le droit de demander réparation, mais ses ayants droit aussi. Eh bien, ici aussi, il va falloir intégrer la notion d'ayant droit pour que les enfants des personnes torturées puissent aujourd'hui demander donc leurs droits et le droit de leurs parents. Et on consacrera tout un numéro sur les explosions nucléaires qui ont eu lieu en Algérie, avec tous les drames que... On ne les appelle plus des essais, ce ne sont pas des essais nucléaires, ce sont des explosions réelles, des véritables explosions dont les effets sont aujourd'hui encore visibles sur le côté, bien sûr, de la nature, mais aussi sur la génétique humaine. La génétique aussi de nos concitoyens qui habitent ces régions du sud algérien. Idil Hachi également sur la question de la torture. J'aimerais vous écouter aussi sur ce procédé qui a été institutionnalisé, qui est devenu une règle, un mode d'emploi. Encore une fois, cette population algérienne qui est touchée un peu, on déshumanise la personne en utilisant ces méthodes d'une cruauté extrême. Oui, tout à fait. La torture était généralisée. Vous avez bien fait de parler de l'ouvrage d'Henri Alleg, La question. Je signalerai également Le témoin de Jamal Amrani, qui parle du même thème, du même sujet. Et je souhaiterais, comme tout à l'heure, signaler également que des cas de torture se sont produits et sont signalés au XIXe siècle. Nous avons le 6 février 1836, Saint-Arnaud, qui torture les populations, les habitants de Tlemcen pour faire payer l'impôt. Vous avez un autre cas à la mi-février 1800. Non, c'est pas Saint-Arnaud le premier cas à Tlemcen, excusez-moi, c'est le général Joseph Vantini dit Youssouf. Et le deuxième cas à la mi-février 1845, c'est Saint-Arnaud à Chlef. Mais si vous permettez, j'aimerais revenir sur un point parce qu'on est passé peut-être un peu vite tout à l'heure sur les famines et sur le bilan, le compte des pertes humaines algériennes, des chouhada du 19e siècle, de la guerre de résistance algérienne. Alors, tout d'abord, le bilan de la famine de la seconde moitié à la fin de la décennie 1860, en fait, le bilan ne saurait être inférieur à 500 000 morts, et il serait de l'ordre de 1 million de morts. C'est ce que dit l'historien démographe Djilali Sari dans Le désastre démographique, qui parle de probablement de 800-820 000 morts, et le chiffre irait jusqu'à 1 million de morts. Alors j'ai également dit que
nous pâtissions d'un manque criant de données chiffrées dans les sources de la période relatif au bilan des pertes humaines concernant chacune des séquences de la guerre de résistance algérienne, ce qui est effectivement vrai. Ce qu'il faut ajouter, c'est que le problème est originel, le problème se pose à la racine. Il provient des estimations de la population algérienne livrées essentiellement par des auteurs français de la population algérienne en 1830 donc, et qui se situent presque tous, ou en tout cas en majorité, autour de 2,3 millions d'habitants. Cela étant, et ceci dit, ce qui est important, c'est que vous avez d'autres indications qui révèlent la possibilité d'un écart extrêmement important. Vous avez le chiffre donné par Hamdan Khoudja qui parle de 10 millions d'habitants, et vous avez un autre chiffre qui est donné également par un personnage important de la période, c'est le général Bugeaud, qui parle de 8 millions, qui estime la population algérienne à 8 millions. Or, évidemment, ce que l'on peut dire, c'est que les estimations les plus courantes de 2,3 millions d'habitants présentent un intérêt certain pour la colonisation. Pourquoi ? Parce que si vous dites que la population algérienne en 1830 est de 2,5 millions, 3 millions d'habitants, vous dites que c'est un pays sous-peuplé et que donc c'est un pays apeuplé, et par conséquent, vous contribuez à légitimer l'entreprise de colonisation, de peuplement. Vous avez également un intérêt évident du point de vue militaire et guerrier, parce que lorsque vous situez la population dans ces fourchettes basses ou dans cette fourchette basse, lorsque vous faites le premier recensement à peu près sérieux qui intervient autour de 1866-1872 et qui situait la population algérienne de 2 millions, celui de 72 à 2 125 000, 125 000 habitants. Évidemment, la déperdition, la chute démographique n'est pas la même que si vous disiez en 1830 que la population algérienne était de 4 millions ou qu'elle était de 6 millions ou de 8 millions. Plus elle est importante, cette population algérienne, en 1830, et plus le désastre, la chute, la baisse, le désastre démographique est important lorsque vous faites le premier recensement important. Et c'est pour ça que le bilan des pertes algériennes, le compte des shahids de la guerre de résistance algérienne se situe sans doute bien au-delà des chiffres admis. Merci pour toutes ces précisions très importantes et cruciales aussi pour replacer les choses dans leur contexte historique. Et bien sûr qu'on n'aura pas toutes les données chiffrées, archivées pour des causes qu'on avait discutées tout à l'heure. Merci encore une fois. Le Déshonneur est une émission qui plante le décor aujourd'hui. Elle reviendra la semaine prochaine pour faire des focus particuliers sur des parties sombres de la colonisation française en Algérie, et cela avec bien sûr des spécialistes et des chercheurs qui seront avec moi sur ce plateau. Merci encore une fois Maître Fatma Zahra Benbraham, avocate et chercheuse en droit de l'histoire. Également Idir Hachi, docteur en histoire et maître de recherche au CRASC. Merci encore pour vos précieuses informations. Également Boukhalifa Amazit, journaliste et scénariste spécialisé dans l'histoire de la guerre de libération nationale. Merci pour votre présence et pour votre contribution de valeur. Amir Nebbash également avec nous qui a fait tout ce travail de documentation. Merci encore une fois Amir Nebbash pour merci votre contribution à vous, de valeur. merci à vous et merci à nos invités. Merci à vous téléspectateurs de nous avoir suivis sur Canal Algérie, qui vous propose juste après l'émission un documentaire sur le 19e siècle. Justement, c'est la spécialité de notre ami Idir Hachi, qui parle des enfumades du Dahra. Il est réalisé par Mustafa Abderrahman, quelqu'un qui nous a quitté le 1er novembre 2024. C'est un journaliste, quelqu'un qui a tout le temps défendu l'histoire algérienne, la culture et le patrimoine algérien. Donc, bon doc sur Canal Algérie. Je vous retourne la parole, Zoher. Merci encore une fois. Très bonne soirée à tous, et puis on se donne rendez-vous très bientôt, Inch'Allah.